Yannick, tu sais qu'il y a une reco là aussi. Oh là là. Ah bah toi, t'es à fond sur la reco. Excusez-moi. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui s'attaque à un joli morceau de nos vies de cinéphiles. Mel Gibson soi-même, mais Mel Gibson réalisateur, attention, puisque son dernier film Tu ne tueras point est au cinéma. Impossible pour nous de laisser passer ça, d'autant plus que cette sortie nous offre la possibilité très alléchante de remonter un peu le fil de la filmo du camarade Mel. On va le faire avec nos trois voleureux soldats de la critique installés ici à l'antenne Paris. Yannick Dahan, salut Yannick. Salut. Rafik Djoumi, bonjour Rafik. Salut. Et David Honora, salut David. Sir, yes sir. Allez, c'est nos ciné épisode 58 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Tu ne tueras point, Hacksaw Ridge en VO, c'est donc l'histoire inspirée de faits réels, comme on dit, du médecin militaire Desmond Doss, qui pendant la Seconde Guerre mondiale s'est illustré en étant tout à la fois objecteur de conscience, refusant donc de porter les armes, ce qui n'était pas super bien vu à l'époque, mais également un héros, un vrai, qui a sauvé à lui tout seul la vie de 75 de ses camarades pendant la très sanglante bataille d'Okinawa, un film de guerre sur un pacifiste. Il n'y avait que Mel Gibson pour s'attaquer à un sujet aussi fou, et autour de lui, il a réuni un casting aux petits oignons, Andrew Garfield dans le rôle du bon docteur Desmond, mais aussi Sam Worthington, Hugo Weaving, Teresa Palmer, Rachel Griffiths ou encore Vince Vaughn. Please, Lord, help me get one more. Help me get one more. Nos trois amis autour de la table ont vu ce Tu ne tueras point, mais qu'en ont-ils pensé, Rafik? J'aime. Ah, merci Rafik. Suivant. Et pourquoi donc? Non, pourquoi alors, c'est pas le Mel Gibson qui m'a le plus impressionné. On n'est pas au niveau d'Apocalypto, calmez-vous tout de suite. Mais ce qui m'a vraiment plu, d'une part, c'est le côté si ça te plaît pas, va te faire foutre du film. C'est-à-dire que c'est un film qui ne s'excuse pas d'être ce que la critique française ne montrera pas de qualifier de bondieuserie. Oui, on a un personnage qui croit fermement en Dieu, et le film n'en fait pas mystère, et le film t'oblige à prendre son point de vue à lui. Il n'y a pas de recul et de regard critique à la noix là-dessus. C'est comme ça, et c'est pas autrement. Ça, c'est la première chose qui est très appréciable. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est aussi ce qui était peut-être le plus déconcertant, c'est que la première partie du film est vraiment totalement, littéralement, un film des années 40. Ça veut dire que les personnages, les dialogues sont vraiment écrits comme ils l'étaient à l'époque, ils se comportent exactement de la même façon. La vision géopolitique du monde, c'est celle de cette époque-là. Et il n'y a absolument aucune tentative de regarder ça avec distance. Je pense qu'il y a pas mal de spectateurs qui sont vraiment, surtout en Europe, qui sont vraiment décontenancés, parce qu'on a quand même affaire à un jeune homme, voilà, qui est patriote, qui veut s'engager, etc. Et qui nous rappelle que, voilà, on est... Pardon, excusez-moi, il y a mon téléphone. Voilà, rattrapé par la réalité du monde graphique. On est vraiment dans un film qui nous oblige à nous projeter dans ce que pouvaient être les croyances de tous ces jeunes gens qui se sont engagés d'eux-mêmes, dans un pays où la conscription n'était pas obligatoire, pour aller se battre de l'autre côté du monde, parce qu'ils croyaient dans les valeurs qu'on leur avait inculquées de démocratie, de justice, de liberté, de toutes ces choses-là. Et le fait que le film décide vraiment sciemment de ne pas du tout dévier de leur vision à eux, je trouve ça très enrichissant. Et le film va progressivement amener un autre réel dans l'histoire. Ça va commencer par des tout petits détails. Hein. Il va s'engager, il croise un type qui a été blessé sur le front, et là on a un tout petit effet gore sympathique, mais voilà, on n'y prête pas tant attention. Et arrivé au camp d'entraînement, on va se retrouver peut-être dans un film qui est plus un film des années 80 pour le coup, qui est un truc à la Full Metal Jacket de découverte qu'il y a un pas entre les idéologies qui nous ont menés jusqu'à cet endroit-là et la réalité administrative de la guerre, quoi. Donc à base de c'est bien joli mon coco, mais on va pas se battre pour ça et on va pas se battre comme ça. Donc on s'en rapproche. Et arrivé enfin sur le champ de bataille, là on est dans un film contemporain, mise en scène par Mel Gibson, ce qui veut dire un plan gore toutes les deux secondes. C'est d'une violence vraiment totale et inouïe. Merci à Spielberg d'avoir ouvert la voie avec le soldat Ryan, mais là je crois vraiment qu'on a dépassé. Enfin, je pense que voilà, Tom Savini il tombe dans les pommes s'il voit un film comme ça, un film mainstream dans lequel il y a 10 fois plus d'effets de maquillage que dans n'importe quel zombie de Romero. On est vraiment dans un film contemporain, mais par contre porté par toute
toute cette volonté, toute cette foi, toute cette croyance que le personnage nous a obligés à porter jusque-là. Donc après, on décide de jouer le jeu ou de ne pas le jouer. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a peut-être une partie du public qui va complètement décrocher à force d'agnosticisme, de refuser complètement tout ce qui se passe, parce que là, on l'a entendu à l'instant, Please Lord, Let me get one more, let me get one more. Il est complètement, il est guidé par la voix du Seigneur dans son exploit. Si tu choisis de jouer le jeu, c'est comment dire, ça peut être euphorisant comme expérience, parce que sinon, tant pis pour toi. Et le film vraiment le dit. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un côté, tant pis pour toi. Si t'as pas envie, c'est pas pour toi. Voilà. David, est-ce que c'était pour toi? Ou est-ce que c'était tant pis? Non, mais de toute façon, choisis ton camp, bordel. De toute façon, si t'as pas envie, c'est pas pour toi. Ça a été le credo de Mel Gibson depuis le début. Donc là. C'est l'histoire de sa vie un peu, non? Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui, pour moi, sur certains de ses précédents films, j'étais dans le camp du c'est pas pour moi. Et sur cet aspect, sur ce qui, moi, peut-être m'aveuglait, ou en tout cas me rendait les films inaccessibles, impossibles, un peu dans Apocalypto, mais en particulier dans La Passion du Christ, j'ai l'impression qu'il s'est calmé là-dessus, notamment sur le gore, finalement. Et surtout sur une forme de dolorisme, sur le fait d'insister sur la souffrance. Il y a une scène qui est caractéristique là-dessus au début du film où un des soldats se prend un couteau dans le pied. L'ancien de Mel Gibson, on aurait fait 50 caisses là-dessus, on aurait vu le couteau s'arracher du pied avec les os craqués et tout ça. Bon, là, finalement, il passe un peu dessus. C'est censé être un gag. Mais du coup, il en fait un gag. Alors que, vraiment, pour moi, le Mel Gibson de La Passion du Christ nous fait craquer les os, quoi. Et alors, je suis assez d'accord avec Rafik sur le côté de cette première partie, un film des années 40, avec une difficulté pour le spectateur, qui est que, justement, des films plus récents sont passés après. En termes de structure, en fait, le film se compose assez simplement avec une première moitié qui est en gros l'entraînement, la préparation pour la guerre, et une deuxième partie sur le front. Donc un peu, on peut penser à Full Metal Jacket ou même Starship Troopers, des films qui montrent vraiment de manière détaillée la formation. Et il y a un twist dans ce film sur la préparation qui est que c'est la préparation d'un type qui ne veut pas toucher à un fusil. Et on arrive effectivement donc on a deux types de cinéma très différents. Finalement, dans la première partie, on est effectivement sur du cinéma hollywoodien assez classique, avec même une partie de romance qui est plus, je trouve, plutôt bien traitée, même une partie un peu procédurière. Il y a toute une histoire de procès et une histoire de famille. Enfin, finalement, il y a vraiment beaucoup de choses différentes dans la première partie, pour ensuite arriver sur vraiment le film de guerre typique, épuré, avec une qualité de mise en scène. Alors on va en parler avec Yannick, qui je sais a été époustouflé par ça, mais voilà, qui peut rappeler effectivement Le Soldat Ryan, qui peut rappeler à la fois Mémoire de nos pères et Lettre d'Iwo Jima, et John Rambo aussi de Stella. Et voilà, donc moi je suis plutôt je suis beaucoup mieux rentré dans le film que sur La Passion du Christ et Apocalypto, parce que je me dis c'est bon, je vais pas m'en prendre tant que ça plein la gueule par rapport pour moi vraiment des souffrances physiques qu'ont été les expériences de spectateurs de ces films précédents. Et du coup, on aborde beaucoup de questions morales, des questions de foi. Il y a aussi tout ce qui joue autour de cette idée de qu'est-ce que c'est de faire la guerre en respectant le credo du titre de ne pas vouloir tuer. Il y a une ambiguïté à un moment dans le film où justement on peut se dire... alors il joue beaucoup de ça. Il y a même une scène où il prend un fusil, mais il va s'en servir pour autre chose que pour tirer. Et en même temps, il y a un moment très très complexe, je trouve, à analyser dans le film, où le personnage d'Andrew Garfield, le personnage principal, va aider un autre personnage à tuer. Donc va lui indiquer à l'endroit où il doit tirer. Et ça nous renvoie, je trouve, à pas mal de questions contemporaines, même peut-être sans trop extrapoler, mais voilà, même sur les drones,
à quel point on participe en fait à donner l'action de tuer. Donc je trouve le film très riche sur toutes ces questions, toujours assez fort en termes de mise en scène, et on a vraiment un film de guerre dans la deuxième partie qui est quand même assez solide. Yannick, toi aussi qui est assez solide dans ton genre. Non, mais alors, moi j'écoute tout le monde, je trouve ça super parce que c'est toujours un peu ce que je me suis dit sur Mel Gibson, ça offre pas mal de grilles de lecture, c'est-à-dire chacun le perçoit un petit peu à sa manière, que ces questionnements finalement qu'on trouve riches, qu'on trouve sur de multiples sujets, ils sont plus complexes qu'ils en ont l'air malgré l'apparence très premier degré effectivement du film. Moi j'ai plein de choses à dire sur ce film. La première, c'est qu'effectivement, c'est comme Jésus, je veux dire, il donne le bâton pour se faire battre. C'est un film anachronique à tout point de vue. Il est complètement à contre-courant de tout ce qui se fait en termes de pensée aujourd'hui. Alors, on peut le prendre comme un acte de contrition presque de Mel Gibson par rapport à une industrie qui l'a complètement ostracisé depuis des années. Il a été le porteur de croix à son tour. Il a eu sa traversée du désert. On lui en a foutu plein la gueule pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et ce film a tous les aspects, tu sais, du grand film héroïque, ultra lyrique, qui appuie à mort sur ce devoir de mémoire. Alors ça va jusque à la fin du film où tu as carrément, littéralement, pendant le générique de fin, les interviews des gens qui étaient présents à l'époque. T'as limite l'impression de voir Bruckheimer quand il essaye de défendre Pearl Harbor. C'est limite, à la fin, c'est limite ridicule. Mais tout ce truc-là est hyper important parce que c'est un film, je pense aussi Ça, c'est un truc qui était déjà dans la série produite par Spielberg. À chaque fin d'épisode, tu voyais des interviews des vétérans. Ouais. C'est quelque chose aussi de très américain, mais dans la mythologie, l'idéologie américaine, la culture américaine. Nous, on a toujours beaucoup tendance à regarder les films hollywoodiens avec le prisme de notre culture à nous, de notre cynisme à nous, de nos sarcasmes à nous, de notre perception très intellectuelle des choses. Là où là-bas, c'est presque, entre guillemets, une formule, j'ai presque envie de dire, ce type de film qui te prend une histoire vraie, qui te valorise cet héroïsme-là. Donc moi, ce film-là me fait comme tous les films de Mel Gibson. Je suis systématiquement tiraillé, intellectuellement, émotionnellement, à plusieurs moments dans le film. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tout le monde a dit autour de cette table. Le film est en deux parties. C'est pas simplement qu'il fait référence. Moi, c'est la seule chose qui m'a gêné dans le film. Très honnêtement, quand je suis rentré dedans, par rapport à Apocalypto ou par rapport à d'autres films où j'étais, mais alors, embarqué parce que j'accepte cette ultra-violence, pas pour des espèces de discours comme certains le disent, de la vision du martyr, la transcendance à travers la violence, tout ça, pour moi, c'est du blabla. Je suis complètement rentré dedans. Le seul truc qui m'a gêné, c'est d'avoir eu le sentiment de voir littéralement des situations que j'avais vues dans plein de films. Mais quand je dis littéralement, c'est littéralement. C'est-à-dire que Full Metal Jacket est presque pillé carrément dans la première partie du film. C'est que tu as des scènes qui sont par moments cadrées de la même manière, avec des dialogues identiques. C'est genre, ton arme, c'est ta petite copine. Il se fait tabasser la nuit dans les dortoirs, un peu de la même manière que dans Full Metal Jacket. À la fin du film, il faut que j'en sauve un, ça convoque Spielberg. La scène de guerre, c'est bourré de références. Et malgré tout, ça marche. Malgré tout, je suis embarqué dans le truc. Et je pense que là où a raison Rafik, c'est que c'est à la fois anachronique, t'as l'impression de voir un film d'Hollywood des années 40 au début, puis un film de guerre juste après, en même temps c'est gangréné en permanence de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il y a toute cette ambivalence chez Gibson du « fuck you », je fais ce que je veux et je kiffe, et en même temps une forme de déférence par rapport à son sujet. Donc moi je trouve ça prégnant dans les scènes de guerre, que j'ai trouvé littéralement bluffantes. Quand je cite John Rambo, c'est pour rigoler. Bon, évidemment, on peut en rester à la violence et se dire « Ah, on n'a jamais vu aussi trash, aussi gore. » Ok, soit, mais moi, c'est pas ça. Moi, ce qui m'a fait halluciner pendant ces scènes de guerre-là, c'est l'incroyable virtuosité de la mise en scène, mais qui frôle la jouissance. C'est-à-dire que vraiment, c'est limite du bis par moment. C'est que quand le type, il prend la moitié... Il y a un mec qui se fait exploser, t'as la moitié du corps, il prend la moitié du corps, et il avance avec une mitrailleuse, il se protège, il cartonne. T'es là, tu fais, mais je sais pas, je vois ça dans des purs films de genre, je vois pas ça dans une espèce d'hommage à l'héroïsme de soldats. Tu vois, t'as ça, 2 secondes après, tu vas avoir véritablement l'horreur de la guerre dans toute sa démonstration, et t'es là, tu fais...
stop, j'ai plus envie de voir, était en permanence tiré d'un côté de l'autre. Gibson, j'aurais du mal, je pense qu'il est aussi torturé que Jésus a pu l'être, dans sa vision de Jésus, en tout cas, la vision du porteur de croix, mais je pense qu'il y a effectivement un rapport à la violence qui n'est pas une question de morale ou d'ambiguïté, qui est très particulier. La violence, une scansion dans un texte, dans une pièce de théâtre, c'est une violence. Elle est inhérente à l'être humain. Il n'y a que nos sociétés aujourd'hui, doudou, je vais encore les appeler comme ça, hein, où tout doit être beau, tout doit être rose, tout est United Color of Benetton, c'est pas bien de tuer les gens, c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça. Et là, t'as tout d'un coup un mec qui te rappelle, hé mec, il y a 70 ans, t'avais peut-être le choix, t'avais peut-être pas le choix, c'était une autre époque, c'était d'autres idéologies, c'était un autre monde. Et c'est quelque chose que nous, dans nos sociétés, on a complètement oublié, on n'a pas idée de l'extrême violence qu'ont traversé ces gens-là. Alors, la jauger de haut comme quelque chose d'inutile ou comme quelque chose de plastique, que ce soit l'un ou l'autre, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est justement ça qui m'intéresse. C'est justement la violence, ce qu'elle a été, l'horreur de la guerre, en plus à travers une histoire vraie où le parcours du mec, il est quand même hallucinant, que t'aimes ou que t'aimes pas le film, tu te dis juste, c'est hallucinant l'histoire de ce type. Et en même temps, c'est une représentation. Et tout ce jeu de qu'est-ce que c'est le cinéma, qu'est-ce que c'est le mythe, qu'est-ce que c'est le symbole, c'est été traité dans la Passion du Christ, dans la mise en scène, dans Apocalypto, c'est traité de la même manière. Ce mec-là ne parle pas que de foi et que de l'homme, il parle de qu'est-ce que c'est une civilisation à travers la représentation d'elle-même. Moi, je le sens comme ça. Hein. Oui, non, mais bien sûr, ouais, ça se rejoint de toute façon. Enfin, sa boîte de prod s'appelle Icon, hein, donc voilà. on parle de religion et de représentation. Et de toute façon, c'est un personnage qui est, comment dire, enfin, moi, je trouve qu'on n'a jamais rendu justice à Gibson, justement par rapport aux problèmes qu'il a pu avoir ces dernières années, du fait d'avoir des démons et d'avoir passé sa vie à les combattre. C'est quand même quelqu'un qui a été éduqué par un père ultra rigide, ultra catho, complètement antisémite, mais alors jusqu'au bout du bout. Et il faut imaginer l'ambiance familiale lorsque son gamin lui dit je vais aller faire du cinéma. C'est-à-dire traduit pour ces gens-là, je vais rejoindre les PD, quoi. Il a été banni, Gibson. Et si on retrouve dans tous ces films ce rapport torturé au père, et bien sûr, ce film-là n'y fait pas exception. Enfin, voilà, on a un père complètement ivrogne, enfin, voilà, quand son fils lui annonce qu'il s'est engagé, et l'autre le bannit, quoi. Enfin, c'est terrible. Et en même temps, il revient quand même l'aider. Bon, bref. Et on sait que Gibson a traversé ces moments-là parce que justement, il avait une foi. Alors la foi en quoi? La foi en Dieu, la foi dans le cinéma, la foi. Tu vois, enfin, il y a des choses à travers le personnage d'Andrew Garfield qui est des comptes que Gibson règle avec sa propre vie, sa propre carrière. Voilà. Et effectivement, quand il boit un verre de trop, son père se met à parler à sa place, comme ça lui arrivait régulièrement ces dernières années, et ça l'a mis à l'index. Donc voilà, je suis pas d'accord pour penser que c'est un film où il vise à se racheter, comme certains ont pu le suggérer, mais il continue à se raconter à travers son cinéma, quoi. Il se raconte, mais moi je suis d'accord avec ce que dit Rafi, il ne se rachète pas. Le film est beaucoup plus vicelard. Non, mais je veux dire, vicelard que ça. C'est-à-dire sous couvert de l'histoire vraie, héroïque, anachronique, c'est-à-dire l'Amérique immaculée des origines, tout d'un coup, la confrontation. Et c'est un schéma qu'on a déjà vu. C'est pour ça même que je pense que c'est un film qui gagne à être vu et revu. Parce que moi, même moi, ma première perception de me dire... Putain, je suis quand même emmerdé d'avoir l'impression de revoir des scènes de Full Metal Jacket avant de me prendre une triple claque dans la gueule quand la guerre elle commence. Je me dis non, en fait, c'est plus tordu que ça. Ces questions sont plus profondes que ça. Elles vont, même si, évidemment, au premier abord, tu vois encore une fois un parcours christique dans lequel peut-être lui-même se reconnaît, et c'est quelque chose qu'il le travaille depuis longtemps. Je veux dire, le dernier plan avec le personnage, la caméra qui passe dessus, qui l'élève dans les... Bon, mais c'est Jésus, encore une fois. Qui renvoie au plan de Mad Max 2. Oui, Mad Max, exactement. on a parlé de Mad Max. C'est le plan angélique. Je vais acheter une sonnette. Oui, c'est exactement ça. C'est le plan angélique du brancard de Mad Max. Donc c'est effectivement, quand je dis il donne le bâton pour se faire battre, c'est qu'effectivement il est ultra lyrique, c'est-à-dire que même dans le symbole affiché, il est entre guillemets limite grossier parce que c'est outrancier à tout niveau. Le fait que
il focalise sur cette question de la conviction d'un personnage. Mais moi, je pense que c'est aussi cette question de représentation d'une société de mythe à une certaine époque. Mais effectivement, la vision des Japonais, qui ne sont pas le sujet. Il n'est pas dans un film qui traite de ça. J'étais même étonné en fait qu'ils choisissent de les humaniser, parce qu'il aurait très bien pu faire le film en les gardant fantomatiques en fait, un ennemi qu'on ne verra jamais. Et pourtant il choisit à certains moments de les humaniser, notamment il y a la rencontre avec un autre soldat, voilà. J'en dis pas plus. Ça m'a surpris. Je dis pas que ça m'a déçu. J'aurais presque préféré que ça continue à être des salopards à buter, mais bon, il a fait ce choix d'humaniser. Mais malgré tout, la presse. Il voit encore une fois une vision totalement caricaturale du japonais. Donc, évidemment, la valorisation de la violence par rapport à un ennemi qu'il faut absolument tuer parce que, comme tu disais, le dolorisme, la souffrance t'amène à être... Bon, moi, je pense qu'on peut y plaquer beaucoup de choses. J'en reviens à vraiment... je pense que le film est beaucoup plus ambigu que ça. Je pense que le film nous interpelle là-dessus. Je pense plus qu'être un film moral ou héroïque qui aurait à dire aux gens oh, regardez le sens du sacrifice ou alors le parcours christique et tout ça, c'est comment vous positionnez par rapport, 1, à vos convictions, 2, à votre foi, 3, à la violence, qui est putain, elle est inhérente à l'être humain. J'en ai ras le cul, moi, de ce monde occidental ici de merde qui te traite la violence comme... T'as l'impression qu'on est des bisounours, putain, elle est partout. Il faut la regarder, bordel. Il faut arrêter de fantasmer qu'on va vivre dans une utopie. C'est une connerie. Et ça choque tout d'un coup, ça surprend tout le monde. Ouh là là, il fait des scènes violentes. Non mais sans déconner. C'est la merde partout dans le monde. Il y a un type qui fait un film violent, on s'indigne. Bon, excusez-moi, ça n'a rien à voir. Mais ça m'énerve. Plus personne n'ose rien dire. C'est génial. La salle est silencieuse, super fort. Ça m'énerve. J'avais compris, merci. Mais parce qu'on fout des écrans, justement. On fout des écrans. On est dans un monde d'écrans qui font des interprétations de situations. C'est tout ce que c'est. Et là, tout d'un coup, tu te prends en frontal un mec qui dit regarde, non seulement je vais te faire jouir avec ça, mais en plus je vais te dégoûter. Et je vais faire ça en même temps. Moi, j'ai jamais ressenti ça. Quand je vois John Rambo, je jouis. Quand je vois le soldat Ryan, je suis dégoûté. Quand je vois le Mel Gibson, je jouis et je suis dégoûté en même temps. Ah, ça m'arrive jamais. Tu vois ? Donc c'est rien que pour ça, je trouve le film absolument incroyable, quoi. Voilà. On va faire un t-shirt avec cette punchline. Je crois qu'on va être obligé d'aller vachement. Non, mais il faut le voir, l'accroche. C'est tellement rare des films comme ça aujourd'hui. Putain, on est en train de parler de Marvel la dernière fois. Mais purée, vous en mettez 15, ça changera rien à votre life. C'est juste des bidons de lessive. Là, vous avez quelque chose qui va vous remuer aux tripes et vous faire vous poser des putains de questions. Et ce serait temps qu'on s'en pose. Ok. Alors, avant de se quitter, messieurs, vous n'y couperez pas. On va prendre quelques minutes pour les recommandations d'usage. Si on peut rester dans l'univers de Gibson, c'est bien. Yannick, je ne vais pas te passer la parole en premier. Je sais que tu as besoin de souffler un petit peu. Hein. David. Ça va, David? Oui, ça va. J'ai rien dit de dramatique non plus. Hein. Faut quand même pas déconner. Non, tout va bien. Vous n'avez pas vu, il m'a tabassé. Il a frappé David. Je passe un SOS dans ce podcast. Non, donc, je vais revenir à des choses plus terre à terre. Non, il y a quelque chose moi, qui pour moi était quand même une assez grosse limite du film. On n'en a pas du tout parlé. Pour moi, c'est Andrew Garfield que je trouve, pour le coup, pas totalement à la hauteur du rôle. Plusieurs fois dans le film, je me suis dit... si on avait eu un jeune Tom Hanks à la place, on était déjà un cran au-dessus. Et donc voilà. Et alors, pour faire une recommandation qui n'a rien à voir. Ok. Andrew Garfield, qui donc il avait un petit rôle dans Social Network, et puis c'est le nouveau Spider-Man. Il y a un autre acteur. C'est déjà plus le nouveau Spider-Man. C'est déjà plus. C'est l'ancien nouveau Spider-Man. Futur nouveau Spider-Man. Il y a un autre acteur son nom avait été rumoré pour être Spider-Man, c'est Donald Glover. Et Donald Glover, qui est l'acteur de Community, en ce moment a créé une série qui est pour moi le top actuellement à l'hôtel, ça s'appelle Atlanta. C'est absolument fabuleux. On a 8 épisodes, je crois.
C'est 8 épisodes. Attention. C'est le. Il y a des gens qui crient dans le public. C'est quelque part entre. Il y en aura 10 au total. Donc 10 épisodes, là, du coup, ça marche. 10 épisodes. Voilà. Et voilà comment c'est un jeune mec qui va devenir le manager de son rappeur de cousin dans l'Atlanta afro. Ça emprunte un peu à Louis. Et en même temps, c'est totalement nouveau, c'est extraordinaire. Il faut absolument regarder cette série, c'est magnifique. Atlanta, ça s'appelle donc Ça s'appelle Atlanta et ça n'a aucun rapport avec le film de Mel Gibson. C'est ça, oui. C'est pas grave, c'est un espace de liberté. J'attendais, moi je pensais qu'on était à 6 niveaux de Kevin Bacon en fait. Il n'y a que des amis autour de cette table graphique. Oui. Donc, moi je vais rester sur Mel Gibson et les films de guerre pour rappeler qu'il a été découvert au monde, il est né au monde cinématographique avec un film de guerre qui est le Gallipoli de Peter Weir. Je ne sais jamais si on prononce Peter Weir ou Peter Ver, mais je vais dire à la française, Peter Ver. Voilà. Gallipoli, donc, qui est le seul, je crois, même film consacré à l'héroïsme des soldats australiens durant la Seconde Guerre. Donc voilà, rôle très marquant où vraiment il a brillé tout de suite. Et il a suivi ensuite, sous l'impulsion du succès de Mad Max, il a suivi Peter Weir à Hollywood pour y faire son premier film, qui est aussi un film de guerre, mais de guerre qui était à l'époque contemporaine, qui est L'année de tous les dangers, dans lequel il interprète un journaliste sur un conflit. Et donc voilà, je recommande ces deux films qui ne sont pas, à mes yeux, des classiques indétrônables, mais des films solides de l'époque. Voilà. Yannick. Bon, alors si on peut dire n'importe quoi, je conseille Dragon Quest VII sur 3DS parce que c'est génial. Et pour rebondir sur Andrew Garfield, parce qu'il n'a pas l'air de l'aimer des masses, ça m'a fait penser à un film justement qui est sorti juste avant l'été, en direct ou DVD, qui est un petit film, mais où il est vraiment, vraiment excellent. Il prouve qu'il peut être un très, très grand acteur. Le film est pas léger, encore une fois, donc je vais plomber l'ambiance, puisque ça s'appelle 99 Homes. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est un petit film américain sur les expulsions des gens de leur baraque, avec un salopard dont le job est d'expulser les gens de leur maison et qui, à un moment donné, va tomber sur celle de Andrew Garfield, qui ne veut absolument pas se barrer, absolument pas le barrer. Il va lui dire, je te fais un deal, tu expulses 100 personnes et je te laisse ta baraque. Et à partir de ce moment-là, il y a une espèce, évidemment, de bascule du personnage. C'est très social, très dark et en même temps tourné comme un film de genre de manière plutôt efficace. C'est pas mal du tout. Donc voilà, je vous intime de découvrir ça. Si vous en avez marre de voir des Marvel, allez voir des films un peu plus intéressants. Voilà. Moi, je pense j'en profite. D'habitude, je fais pas de recommandations, mais puisqu'on parle d'Andrew Garfield, il y a un autre truc dans lequel il était très bien, c'est la Red Riding Trilogy. C'était 3 films pour la télévision britannique, adaptés d'une série de polars anglais qui était vraiment, vraiment très très bien. Et donc moi, je vous conseille. J'ai le droit aussi. Des fois, c'est moi le patron ici. Notre temps est écoulé. Merci à tous les 3. Merci à Jules à la technique. N'oubliez pas que l'intégralité de nos précédentes émissions, il commence à y en avoir un bon paquet, et pas toutes avec Yannick Dahan qui crie, mais ça arrive aussi, sont à retrouver sur nosciné.com, notre site à nous. Nos Ciné, sachez-le si vous l'ignoriez, c'est un podcast du réseau Binge Audio, binge.audio pour toutes les infos et les autres productions de la bande. N'hésitez pas non plus à nous laisser des petits mots doux sur les réseaux sociaux de votre choix, et en attendant tout ça, on vous dit à très bientôt. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.